La première erreur ressemble généralement à un progrès. Un jardinier entre dans le lit après une pluie chaude, lorsque le sol est mou et que les mauvaises herbes se détachent sans presque aucune résistance. Une à une, les tiges sortent du sol, les racines se libèrent et la surface redevient propre. Pendant quelques minutes, c'est satisfaisant. Le lit a l'air ordonné, les lignes sont visibles. Les légumes ont à nouveau de l'espace autour d'eux. Et de l'extérieur, il semble que le problème soit résolu. Mais une semaine plus tard, le même sol commence à changer. De minuscules points verts apparaissent entre les plantes. Et puis plus. Puis un mince tapis de plants s'étend sur la surface nue, presque comme si le jardin avait répondu au travail du jardinier en produisant une autre génération. C'est la partie que la plupart des gens comprennent mal. Ils pensent que les mauvaises herbes sont revenues parce qu'ils n'ont pas réussi à les éliminer suffisamment. Alors ils tirent plus fort, creusent plus profondément, ameublissent davantage de terre et essaient d'être plus minutieux la prochaine fois. Mais souvent, c'est exactement ce qui maintient le cycle en vie. Parce que le problème des mauvaises herbes ne concerne pas seulement les plantes qui se trouvent à la surface. C'est la réserve cachée en dessous. Des milliers de graines reposant dans le sol, attendant le bon signal pour commencer. Chaque jardin a cette mémoire enfouie. Certaines graines sont arrivées la saison dernière. Certains sont arrivés des années plus tôt. Certains étaient transportés par le vent, les oiseaux, le compost, le foin, la fourrure d'animaux ou les semelles de bottes. Beaucoup restent silencieux parce qu'ils sont enterrés trop profondément, trop bien ombragés ou conservés dans des conditions qui ne favorisent pas encore la germination. Le sol est alors perturbé. Une main arrache une racine, une fourchette transforme une touffe, une houe creuse trop profondément. Une zone nue s'ouvre là où la surface avait été recouverte. Soudain, les graines qui dormaient dans l'obscurité se rapprochent de la lumière, de l'air, de la chaleur et de l'humidité. Le jardin ne considère pas cela comme un dommage. Pour la banque de semences, c'est une opportunité. C'est pourquoi arracher les mauvaises herbes peut ressembler à une victoire tout en préparant secrètement la prochaine bataille. Cela ne veut pas dire que tirer est toujours une mauvaise chose. Certaines mauvaises herbes doivent être enlevées. Une jeune amarante sur le point de produire des graines ne doit pas être laissée debout. Un pissenlit poussant au milieu d'un rang de laitues devra peut-être sortir. Une vigne de liseron grimpant dans une cage à tomates ne peut être poliment ignorée. Mais tirer devient un problème quand c'est la seule stratégie. Il traite la mauvaise herbe visible comme une ennemie, tout en laissant intactes les conditions qui l'ont invitée. Et les mauvaises herbes sont expertes dans les conditions de lecture. Ils apparaissent là où le sol est exposé. Ils se déplacent dans les interstices où les feuilles des cultures ne font pas d'ombre au sol. Ils réagissent aux perturbations plus rapidement que la plupart des légumes ne peuvent s'en remettre. Ils utilisent l'espace ouvert comme l'eau utilise une fissure. C'est pourquoi un lit de jardin fraîchement nettoyé devient souvent l'endroit idéal pour le retour des mauvaises herbes. Pour le jardinier, un sol nu semble soigné. Pour la nature, un sol nu semble inachevé. Dans les forêts, les prairies, les haies et les lisières de champs sauvages, le sol découvert reste rarement découvert longtemps. Quelque chose pénètre rapidement parce que le sol exposé perd de l'humidité, se réchauffe et se refroidit trop brusquement, s'érode sous la pluie et laisse la vie microbienne en dessous vulnérable. Les mauvaises herbes ne sont pas des envahisseurs aléatoires dans ce système. Ce sont des intervenants en cas d'urgence. Ils couvrent le sol endommagé avant que les plantes plus lentes puissent prendre le relais. Leurs racines retiennent la terre. Leurs feuilles ombragent la surface. Leurs graines attendent en quantité énorme, car la nature récompense en premier la plante qui peut occuper une plaie. Le jardinier voit le désordre. Le sol essaie de fermer une ouverture. Une fois que cela devient clair, la question change. La question n'est plus « Comment puis-je arracher chaque mauvaise herbe avant qu'elle ne réapparaisse ?» La meilleure question est « Pourquoi ce lit continue-t-il à offrir aux mauvaises herbes les conditions qu'elles aiment ?» Ce changement marque le début d'un véritable contrôle des mauvaises herbes. Parce que les jardiniers les plus efficaces ne gagnent pas en tirant plus souvent. Ils gagnent en rendant le sol moins propice aux mauvaises herbes en premier lieu. Ils arrêtent de transformer chaque mauvaise herbe en un projet de creusement. Ils arrêtent de laisser un sol propre et nu exposé après chaque nettoyage. Ils arrêtent de réveiller la banque de graines chaque fois que le jardin semble en désordre. Au lieu de cela, ils commencent à travailler avec un principe différent. Couvrez le sol. Ne laissez pas la lumière atteindre chaque graine dormante. Ne laissez pas chaque lacune devenir une invitation. Ne donnez pas à la banque de graines un nouveau départ chaque semaine. C'est l'astuce discrète derrière les jardins qui semble rester plus propre avec moins d'efforts. Le jardinier ne combat plus chaque mauvaise herbe une à une. Le jardinier modifie l'environnement qui permet à des milliers de mauvaises herbes de s'installer. Et le premier outil permettant d'y parvenir n'est ni rare, ni coûteux, ni compliqué. C'est une couche. Une simple couverture placée entre le soleil et la terre. Car une fois le sol recouvert,
le cycle des mauvaises herbes commence à s'affaiblir avant même que le prochain plant n'ait la chance de pousser. Le moyen le plus simple d'affaiblir les mauvaises herbes n'est pas de les arracher après leur apparition, mais d'interrompre les conditions qui leur ont permis d'apparaître en premier lieu. C'est pourquoi le premier changement sérieux commence par le paillis. Pour de nombreux jardiniers, le paillis ressemble à une décoration. C'est la couche de finition ajoutée une fois le vrai travail effectué. Quelque chose qui donne un aspect soigné à un lit autour de tomates, de poivrons, de roses ou de jeunes arbres fruitiers. Mais dans un jardin vivant, le paillis n'est pas du tout une décoration. C'est un système de contrôle. Son premier métier est de gérer la lumière. La plupart des graines de mauvaises herbes ne germent pas simplement parce qu'elles existent dans le sol. Ils germent lorsque l'humidité, la température, l'oxygène et la lumière commencent à jouer en leur faveur. Une fine couche de sol exposée leur donne facilement ces signaux. Une surface de sol recouverte rend le message plus difficile à recevoir. Lorsqu'il s'agit de paille, de feuilles déchiquetées, d'herbes coupées, de copeaux de bois, ou bien du matériel végétal composté, recouvre le sol, moins de graines reçoivent suffisamment de lumière pour commencer. La surface reste plus fraîche sous l'effet de la chaleur, l'humidité s'évapore plus lentement, et la couche supérieure du sol devient moins violente après chaque averse. Cela change le jardin d'une manière calme mais importante. Au lieu d'être réinitialisé encore et encore par le soleil, le vent, la pluie et les perturbations humaines, il devient tampon. La vie microbienne proche de la surface est protégée. Les vers de terre et les petits organismes du sol peuvent se déplacer plus librement. La matière organique commence à s'accumuler là où le sol est nu, une fois séché en croûte. Et ce faisant, les mauvaises herbes perdent l'un de leurs plus grands avantages. Ce ne sont plus les plantes les plus rapides à occuper l'espace vide, parce que l'espace vide a été couvert avant qu'ils puissent le revendiquer. L'épaisseur de la couche compte. Un saupoudrage de paillis peut sembler agréable, mais il ne fait souvent pas grand-chose pour arrêter la germination. Une couche plus importante bloque la lumière plus efficacement, en particulier lorsqu'elle est placée après que les mauvaises herbes existantes ont été coupées ou aplaties. Mais il existe une version plus performante de cette méthode pour les lits déjà débordés. Cette méthode est le paillage en feuilles. Au lieu d'arracher chaque mauvaise herbe une par une, le jardinier appuie sur la pousse existante et la recouvre de carton ordinaire, de papier journal ou de papier épais. Les bords se chevauchent afin que la lumière du soleil ne puisse pas passer à travers les coutures. Le matériau est trempé pour se déposer contre le sol. Recouvrez ensuite de paillis organique pour le maintenir en place et le protéger d'un dessèchement trop rapide. Ce qui se passe en dessous est simple. Les mauvaises herbes sont privées de lumière. Sans lumière, de nombreuses mauvaises herbes annuelles ne peuvent pas continuer à se nourrir. Leurs feuilles s'affaiblissent, leurs tiges s'effondrent, et le carton s'intègre lentement au sol à mesure que les champignons et les micro-organismes commencent à le décomposer. Cette méthode semble presque rétrograde au début. Le jardinier a été formé pour éliminer des mauvaises herbes avant de faire autre chose, comme si le lit devait être parfaitement propre avant que l'amélioration puisse commencer. Le paillage en feuilles change cette habitude. Il dit que le premier objectif n'est pas d'exposer le sol. Le premier objectif est d'arrêter de l'exposer. Au lieu de creuser le problème des mauvaises herbes, le jardinier enterre les conditions qui continuent de le renouveler. Cette différence est puissante. Le tirage se concentre sur la plante individuelle. Le paillage se concentre sur le système qui a produit la plante. Puline demande comment supprimer ce qui a déjà poussé. Le paillage demande comment empêcher le démarrage de la prochaine vague. Bien entendu, le paillis n'est pas permanent, et ce n'est pas magique. Les graines peuvent toujours provenir des pelouses, des champs, des tas de compost ou des chemins à proximité. Les oiseaux peuvent les laisser tomber. Certaines mauvaises herbes vivaces coriaces peuvent traverser les points faibles ou ramper sur les bords. Un espace dans le carton devient une porte ouverte, et une fine couche de paillis finit par se décomposer suffisamment pour que les nouveaux plants retrouvent la lumière. Mais cela ne fait pas échouer la méthode. Cela signifie simplement que le contrôle des mauvaises herbes passe par le maintien de la couverture plutôt que par une excavation constante. Le jardinier apprend à combler les interstices, à renouveler les zones minces et à garder le sol ombragé avant que les mauvaises herbes ne puissent transformer l'ouverture en colonie. Le travail devient plus léger, car le jardinier n'attend plus une crise pour agir. Vient ensuite l'étape suivante. Parce que le sol peut être recouvert de matière morte, mais il peut aussi être recouvert de plantes vivantes. C'est là que les cultures de couverture et les plantations denses entrent en jeu. Un lit de jardin laissé ouvert entre les saisons devient une invitation. La pluie frappe directement la surface. Les nutriments descendent. La lumière du soleil atteint la banque de graines. Au moment où le jardinier retourne planter, les mauvaises herbes ont déjà profité des mois vides pour s'établir. Une culture de couverture change ce modèle.
Le trèfle, le sarrasin, le seigle d'hiver, l'avoine, la vesse ou d'autres plantes de couverture occupent l'espace avant que les mauvaises herbes puissent le dominer. Leurs feuilles ombragent le sol, leurs racines retiennent le sol, et leur croissance capte les nutriments qui autrement pourraient être perdus. Certains poussent assez vite pour étouffer les petits semis de mauvaises herbes. D'autres créent des systèmes racinaires denses qui rendent plus difficile l'établissement des mauvaises herbes. Lorsqu'ils sont coupés ou arrêtés au bon moment, ils deviennent eux-mêmes du paillis, nourrissant la surface qu'ils protégeaient autrefois. C'est l'un des changements les plus importants de toute la méthode. Le jardin ne reste pas propre car il est plus vide. Il reste plus propre car plus occupé. Cette idée s'applique également pendant la saison de croissance. Les légumes trop espacés laissent souvent de larges bandes de terre exposées entre eux, et les mauvaises herbes pénètrent immédiatement dans ces voies ouvertes. Mais lorsque les cultures sont bien aménagées, lorsque des compagnons à croissance basse couvrent la surface, ou lorsque le paillis comble les lacunes jusqu'à ce que le couvert végétal se ferme, la pression des mauvaises herbes diminue parce que les opportunités ont été réduites. Un lit double n'est pas forcément un lit négligé. Un lit double peut être un lit défensif. Le jardinier ne cherche plus à garder le sol nu et poli. Le jardinier essaie de le garder protégé, ombragé et biologiquement actif. C'est pourquoi arrêter d'arracher les mauvaises herbes ne signifie pas abandonner le jardin. Cela signifie choisir une forme de pression plus intelligente. Au lieu de réagir à chaque mauvaise herbe après sa levée, le jardinier modifie l'espace afin que moins de mauvaises herbes reçoivent l'invitation à commencer. Et une fois le sol recouvert, la question suivante est celle du timing. Parce que même le meilleur paillis n'arrêtera pas toutes les graines. Et même la culture de couverture la plus dense laissera des moments où les mauvaises herbes apparaîtront. La différence est que désormais le jardinier peut agir plus tôt, plus léger, et avec beaucoup moins de dégâts sur le sol. C'est là que commence la dernière partie de la méthode. Pas avec force, mais avec le timing. Une fois le sol recouvert, le travail du jardinier change. Il ne disparaît pas complètement, car aucun jardin vivant n'est définitivement exempt de mauvaises herbes. Les graines arriveront toujours par le vent, les oiseaux les lâcheront toujours. Le compost peut encore les transporter. Un espace dans le paillis peut encore devenir une petite porte, et certaines racines vivaces peuvent encore pousser vers le haut depuis des endroits que le jardinier pensait terminés. Mais le rythme du travail devient différent. Au lieu d'attendre que les mauvaises herbes soient hautes, enracinées et rivalisent avec la culture, le jardinier commence à agir lorsque les mauvaises herbes sont encore suffisamment jeunes pour tomber facilement. C'est l'avantage discret du timing. Une mauvaise herbe qui a déjà poussé des racines profondes, étendu ses feuilles et commencé à préparer des graines, fait désormais partie de la structure du jardin. L'enlever à ce stade signifie souvent perturber le sol, secouer les mottes détachées, exposer les graines enfouies et ouvrir une autre parcelle de sol nu où la génération suivante peut commencer. Mais un plant de mauvaise herbe est différent. Au stade plantule, il n'a pas encore développé de force. Ses racines sont peu profondes, sa tige est molle, et son énergie stockée est limitée. Une légère éraflure à la surface du sol peut rompre sa connexion avec le sol avant qu'il ne devienne un concurrent sérieux. C'est pourquoi le binage superficiel peut être plus puissant que le binage profond. Le but n'est pas de creuser, le but est d'interrompre. Une houe bien aiguisée, utilisée légèrement à la surface par une matinée sèche, peut couper de minuscules plants juste en dessous ou juste au-dessus de la ligne du sol. Le soleil termine ce que la lame commence, et la couche perturbée reste suffisamment peu profonde pour que moins de graines enfouies soient entraînées vers la lumière. C'est l'une des différences les plus importantes entre la lutte contre les mauvaises herbes et la gestion des mauvaises herbes. La lutte contre les mauvaises herbes arrive souvent tardivement, lorsque le jardin semble déjà débordé. La gestion des mauvaises herbes se fait tôt, lorsque le problème est encore presque invisible. Et il existe une technique plus ancienne qui pousse ce timing encore plus loin. C'est ce qu'on appelle le lit de semences rassis. L'idée semble étrange au premier abord, car elle demande au jardinier d'encourager les mauvaises herbes avant de planter la culture. Un lit est préparé, arrosé, puis laissé seul pendant une courte période. Près de la surface, les graines de mauvaises herbes reçoivent de l'humidité, de la chaleur et de la lumière, et commencent à germer. Pour la banque de graines, c'est comme si la saison était ouverte. Mais c'est exactement ce que le jardinier attend. Avant que la culture n'entre dans le lit, la première pousse de plants de mauvaises herbes est enlevée à faible profondeur, recouverte d'une bâche et désherbée à la flamme, ou coupée en surface. La culture est ensuite plantée dans un lit où bon nombre des graines de mauvaises herbes les plus faciles se sont déjà révélées et ont été éliminées. Cela ne vide pas complètement la banque de graines. Aucune méthode ne le fait. Mais cela réduit la première vague, et en jardinage, c'est souvent la première vague qui compte le plus. Si les légumes peuvent s'établir avant que les mauvaises herbes ne prennent de l'ampleur,
l'équilibre du lit change. Les feuilles des cultures commencent à ombrager le sol. Du paillis peut être ajouté autour d'eux. Les racines occupent un espace qui autrement serait ouvert. Le jardinier n'a pas vaincu toutes les mauvaises herbes. Le jardinier a modifié le timing du concours. C'est la leçon la plus profonde derrière le lit de semences périmées. Cela retourne la propre urgence de l'herbe contre elle. Au lieu de réagir lorsque les mauvaises herbes envahissent la culture, le jardinier les invite à commencer tôt, puis les élimine avant le début des véritables semis. Il y a là une intelligence tranquille. Ce n'est pas dramatique et cela n'a pas l'air impressionnant en un seul après-midi. Cela demande de la patience, de l'observation et de la retenue. Mais cela fonctionne avec la biologie des graines de mauvaises herbes, plutôt que de prétendre que la banque de graines n'existe pas. Certaines mauvaises herbes nécessitent néanmoins une attention plus directe. Un pissenlit avec une longue racine pivotante ne peut pas toujours être résolu en grattant la surface. Doc, chardon, liseron, chien-dent et d'autres mauvaises herbes persistantes peuvent réapparaître à partir de racines ou de fragments souterrains si elles sont coupées avec négligence. Ces plantes ont besoin de précision et non de panique. Le jardinier les enlève lorsque le sol est suffisamment humide pour libérer la racine, mais sans retourner la moitié du massif. Le but est d'enlever un maximum de racines persistantes, puis de recouvrir immédiatement la plaie avec du paillis ou de combler l'espace avec une autre plante. Cette dernière étape est souvent oubliée. Une mauvaise herbe est arrachée, le jardinier se sent satisfait et la petite parcelle exposée reste ouverte. Mais cette parcelle correspond désormais exactement à ce que la banque de graines attendait. Un sol perturbé, une lumière exposée et un moment d'opportunité. Ainsi, même lorsqu'il est nécessaire de tirer, cela ne devrait pas être la fin de l'action. Il doit être suivi d'une couverture. C'est là que toute la méthode devient claire. L'arrachage des mauvaises herbes n'est pas interdit. Il est tout simplement incomplet lorsqu'il est utilisé seul. Le paillis protège la surface, le carton étouffe un lit débordé. Les cultures de couverture et les plantations denses occupent les espaces vides. Un lit de semences rassis incite la première pousse à apparaître tôt. Un binage superficiel enlève les plants avant qu'ils ne deviennent forts. L'arrachage ciblé élimine les mauvaises herbes qui ont vraiment besoin de sortir. Ensemble, ces méthodes transforment le jardin d'un lieu de sauvetage répété en un système avec moins d'ouverture à exploiter pour les mauvaises herbes. Le jardinier travaille toujours, mais le travail devient plus léger, car il se produit au bon moment et dans la bonne couche du sol. Et cela nous ramène au début. Un jardinier entre dans le lit après la pluie. Les mauvaises herbes sont lâches. Le sol est mou. Les tirer serait satisfaisant, car le résultat serait visible immédiatement. Le lit aurait l'air propre, et pendant quelques jours, il pourrait même paraître terminé. Mais désormais, le jardinier voit la scène différemment. La vraie question n'est pas seulement de savoir quelles mauvaises herbes peuvent être éliminées aujourd'hui. La vraie question est de savoir ce qu'il adviendra du sol après leur disparition. Sera-t-il laissé nu au soleil, prêt pour la prochaine vague de graines? Sera-t-il à nouveau creusé, rapprochant les graines enfouies de la surface? Chaque espace deviendra-t-il le signe que le jardin est inachevé? Ou le jardinier le couvrira-t-il, l'ombrera-t-il, le protégera-t-il et laissera-t-il les plantes choisies occuper l'espace avant que les mauvaises herbes ne puissent répondre? C'est la différence entre un désherbage sans fin et un véritable contrôle des mauvaises herbes. On combat les plantes déjà apparues. L'autre change l'invitation. Et une fois qu'un jardinier comprend cela, le jardin devient plus facile à lire. Les mauvaises herbes cessent de ressembler à des ennemis aléatoires et commencent à ressembler à des messages provenant du sol. Ils révèlent où le sol est exposé. Là où la couverture est mince, où les perturbations ont été trop fréquentes et où le jardin tente de réparer une ouverture. La solution n'est pas toujours plus de force. Souvent, c'est moins de perturbations. Plus de couverture, meilleur timing et une volonté de cesser de traiter les sols nus comme un signe d'ordre. Parce que ce qui ressemble à un problème de mauvaises herbes est souvent un problème de sol nu qui attend d'être résolu.